Merci donc d'être avec nous. Merci Jean-François, donc directeur du laboratoire Techné. On a plaisir à te retrouver, cher Jean-François. Je ne vais pas cacher le tutoiement qui est le nôtre. Tu es un ami fidèle de cette association, de cette mission laïque. Tu étais au congrès de Dijon qui a marqué les esprits. Et puis à d'autres moments, on a eu le plaisir aussi de participer au hackathon organisé à ton initiative. En tout cas, pas mal de collaborations, évidemment, avec l'Académie de Poitiers de manière générale et tous les opérateurs présents à Poitiers. Mais c'est vrai, une attention et un privilège particulier de pouvoir échanger très régulièrement avec toi, avec Bruno de Vauchel, avec ton équipe en général. Donc merci cher Jean-François de nous faire le plaisir et l'amitié de ce discours conférencier pour notre troisième édition des rencontres numériques à la mission laïque. Merci à toi. Bien, merci beaucoup Michel, merci Monsieur le Président et merci Michel de votre invitation. J'aurais, comme tous, je pense, préféré que l'on se rencontre dans un lieu choisi, plus en coprésence, mais bon, c'est la vie faite de cette façon-là. C'est très bien aussi de pouvoir mobiliser les techniques numériques pour se retrouver dans cet espace virtuel. Alors, tu as dit, Michel, que nous collaborions depuis des années. J'ai beaucoup de plaisir à cela et je suis en particulier très content d'avoir pu rejoindre votre conseil scientifique, qui est une instance de dialogue tout à fait passionnant. Alors, j'ai donné quelques précisions sur mon activité professionnelle, sur mon activité de chercheur. Tu l'as dit, Michel, je travaille à l'Université de Poitiers, où je dirige un petit laboratoire qui s'appelle Techné, petite unité de recherche de 20 chercheurs et ingénieurs. Et nous travaillons tous sur une seule question, qui est celle de l'appropriation des techniques numériques dans le champ de l'éducation. Je dis bien seulement sur ces questions des processus d'appropriation. Et nous le faisons, je vais essayer quand vous retrouvez, je suppose, ces éléments dans ma présentation ensuite. Nous le faisons à 3 échelles, enfin dans une perspective systémique tout à fait classique, à l'échelle micro où en fait, nous étudions directement et spécifiquement l'activité des individus, qu'ils soient élèves ou enseignants. À un niveau intermédiaire, méso, où nous nous intéressons aux dispositifs éducatifs, et à un niveau macro, où nous travaillons sur l'analyse des politiques publiques du numérique pour l'éducation et leur appropriation par les acteurs de terrain. Je dis cela parce que notre façon d'aborder les problématiques du numérique à l'école ne relève pas vraiment, voire pas du tout, en tout cas pas directement, des sciences de l'apprentissage, même si à notre façon et à notre place, nous tentons nous aussi de contribuer à l'efficacité des institutions éducatives en défendant, c'est évidemment essentiel, des valeurs d'équité et d'inclusivité de l'école. Est-ce que nous, en le reformulant un peu, ce que nous cherchons à faire, c'est appréhender l'activité instrumentée de différents acteurs individuels ou collectifs de l'éducation et d'appréhender aussi le sens que chacun de ces acteurs leur donne. Alors, mon intervention sera structurée en 3 points. C'est classique. J'aborderai successivement la question, c'est rapidement, peut-être pas synthétiquement, mais rapidement, en tout cas en temps contraint. D'abord, la question de la transition numérique de l'école, qui est le deuxième titre de mon intervention. Je partagerai ensuite quelques éléments sur ce que la crise révèle de l'état de l'école. Je poursuivrai avec quelques considérations sur la transformation de la forme scolaire et je terminerai sur les contraintes qui pèsent sur les choix relatifs aux usages des techniques numériques dans l'éducation. Ça fait 4, en fait, je dis 3, mais ça fait 4. Et pour reposer vos yeux, dont je suis certain qu'ils sont comme les miens, c'est-à-dire fatigués et pas que les yeux, par des mois de visioconférence, et là je parle des yeux, je vais vous proposer un support de présentation classique, c'est un PowerPoint que je partage, mais il sera délibérément non informatif, sauf le titre, mais uniquement, je l'espère en tout cas, évocateur et inductif. Alors, premier point, la crise sanitaire
ou plutôt sa traduction en termes de contraintes pour l'école, est la crise sanitaire comme révélateur de l'état de l'école. Alors bon, beaucoup de choses ont évidemment été dites et bien dites dans les deux discours introductifs tout à l'heure, d'ouverture de cette soirée ou matinée selon les positionnements géographiques. Donc, mais quand même, je vais reprendre des éléments pour dire évidemment combien cette crise et les contraintes qu'elle impose révèlent au sens photographique argentique, les forces et les faiblesses de l'école. Elles fournissent évidemment aussi des pistes de réflexion, mais bien sûr d'action. Et ce qui est assez spectaculaire, au fond, c'est que certaines des questions mises en lumière à cette occasion ont à voir avec le numérique, même si les problèmes posés n'ont pas nécessairement à voir qu'avec le numérique, c'est-à-dire qu'ils sont le plus souvent systémiques et qu'ils sont surtout le plus souvent préexistants. Donc si le numérique est souvent, on l'a vu tout à l'heure, associé à ces discussions, au cœur même de ces discussions, eh bien, il y est le plus souvent le numérique associé à d'autres éléments, d'autres questionnements, d'autres enjeux. À Techné, peut-être un peu, comment dire, politiquement incorrect que de le dire, mais à Techné, comme dans beaucoup d'autres laboratoires, le confinement initial lié à l'épidémie et les différents avatars l'on a connu jusqu'au nouveau confinement que l'on vit depuis le début de cette semaine, ont constitué, pardonnez-moi de le dire, une aubaine. Pour nous, le confinement a été une aubaine. Et nous avons essayé de profiter au mieux de cette aubaine, de cet effet d'aubaine. Pourquoi? Parce que, d'abord, ce qui était une aubaine, c'est son pouvoir révélateur. J'ai déjà évoqué, il nous a permis de voir l'invisible et peut-être plus encore de détecter des signaux cachés ou des signaux faibles. Et il nous a invités à aller, on y allait déjà, et on y retournera plus tard, mais à inviter à aller peut-être plus que jamais sur le terrain, parce que c'est sur le terrain, bien sûr, que ces éléments peuvent s'observer, se mesurer, s'appréhender. Dans des conditions difficiles, parfois, j'étais par exemple il y a 2 semaines dans le département de l'Aisne, où les contraintes sanitaires étaient déjà fortes, plus ou moins celles qui ont été étendues à l'échelle nationale. Mais malgré cela, nous avons été évidemment très très bien reçus dans les nombreuses écoles primaires où nous sommes rendus cette fameuse semaine dans l'Aisne. Nous allons produire ça bientôt dans le Val d'Oise. Et ces rencontres de terrain, ces travaux de terrain ont été évidemment très productifs. Et nous avons été accueillis par des élèves, par des enseignants, mais aussi par des parents. Moi aussi, je pense que la question des parents est une question très importante, j'y reviendrai. Et, donc par des adultes et par des enfants dont on a vu qu'ils avaient envie, et peut-être même au-delà de l'envie, besoin de s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, et sur ce qu'ils vivent, et sur ce qu'ils pensent vivre bientôt. Donc, comme beaucoup d'autres laboratoires en France et ailleurs, nous avons lancé plusieurs programmes de recherche. Nous avons été retenus, notamment dans un par le SGPI, par la Caisse des dépôts et par la DNE, pour l'évaluation du dispositif national territoire numérique éducatif et son démonstrateur dans les 2 départements de l'Aisne et du Val d'Oise. C'est pourquoi nous y étions en l'Aisne, et c'est pourquoi nous irons bientôt dans le Val d'Oise. Mais ce n'est pas le seul projet de recherche que nous consacrons à cet épisode particulier de la vie éducative. Et depuis un an, plus d'un an maintenant, nous avons collecté des milliers, enfin des dizaines de milliers d'ailleurs, de réponses à plusieurs questionnaires en ligne. Nous avons réalisé plus d'une centaine, près de 200 entretiens avec des élèves, des parents et des enseignants, et aussi des personnels de direction, plusieurs dizaines de focus group, et nous avons aussi, c'est un peu plus original comme démarche, collecté des centaines de milliers de tweets et autres requêtes Google sur les thèmes qui nous intéressent, le tout évidemment pour mieux comprendre ce qui se joue à l'école, au-delà des discours politiques et institutionnels, qui ont évidemment toute leur importance. Alors, il est trop tôt pour partager des résultats et consolider ces travaux. Le temps de la recherche, évidemment, toujours un peu long, trop long parfois, enfin long en tout cas, et ces travaux sont en cours, mais le travail au fil de cette recherche permet quand même
de produire, d'oser certaines observations. C'est ce que je vais faire maintenant. Et c'est sur cette base que j'ai construit mon intervention, qui portera, là je pense, à tous les collègues qui enseignent, qui travaillent dans les établissements du réseau de la MLF. Évidemment, mes observations porteront sur l'expérience que j'ai et que je développe de la situation des établissements en France. Au fond, la question qui apparaît sur le terrain, comme elle apparaît aussi d'ailleurs dans de nombreux discours tenus sur cette séquence de contraintes sanitaires à rebondissement, est de savoir si nous assistons à ce que l'on pourrait qualifier de transition numérique de l'école. Alors, il y a bien des signes de transition. Je peux en citer quelques-uns. La démarche, par exemple, de bilan pour relance des états généraux du numérique éducatif, ou bien les nombreuses prises de parole ou d'écrits avec cette formule, sur l'école d'après. Ou encore le discours, il en était plus un tout à l'heure, sur la capitalisation de l'expérience acquise durant le confinement pour transformer les institutions éducatives et leurs pratiques, ceci incluant bien sûr le développement professionnel et les pratiques pédagogiques des enseignants. Alors, les mots ont un sens, ils ont aussi des acceptions qui se succèdent, qui varient dans le temps, dans l'espace aussi, mais surtout dans le temps. Et transition est un mot qui connaît un grand succès d'actualité depuis quelques années, et pas seulement, ou pas d'abord, dans le domaine de l'éducation. Pour le dire d'un mot, il est à la mode. Et d'ailleurs, j'y pensais en préparant cette intervention, je recevais ce matin par mail, par courrier, une invitation à participer à des ateliers régionaux de la région Nouvelle-Aquitaine d'information sur les nouveaux programmes européens de financement de la recherche. Et les intitulés de 4 des 9 ateliers, donc presque la moitié, portaient le mot transition. Il n'y avait pas de transition dans l'éducation d'ailleurs, mais il y avait la transition ou les transitions vertes, les transitions numériques, pas spécifiquement pour l'éducation, les transitions agroalimentaires, et la dernière, les transitions sociales ou sociétales. Alors d'un simple point de vue lexicographique, la transition peut recouvrir deux réalités bien distinctes selon qu'il s'agit d'un processus ou d'un état classique. C'est-à-dire à l'école, relativement numérique, serait-elle engagée dans un mouvement, une dynamique de changement, ou bien serait-elle figée dans un état intermédiaire entre un état antérieur que l'on connaît, en tout cas que l'on peut caractériser, l'école d'avant, et ce qu'on pourrait imaginer, souhaiter ou redouter d'une école de l'après. Et s'il y a là un processus de transition en cours, on peut s'interroger pour savoir justement où nous conduit-il, quelle serait cette école d'après, et où souhaitons-nous qu'il nous conduise, que souhaiterions-nous que cette école d'après soit. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas de réponse à ces questions, et seul l'avenir, je ne sais pas à quelle échelle d'ailleurs, à quelle échéance, permettra d'y répondre, mais ce dont je suis certain, et ce à quoi je suis attaché, c'est qu'il nous appartient de contribuer à la construction de ce futur de l'école. Je suis sûr que ces rencontres du numérique, ces rencontres numériques de la MLF participent de cette démarche d'une transformation de l'école vers plus d'efficacité éducative, vers plus, je l'ai déjà dit, je le répéterai plusieurs fois, parce que je pense que c'est essentiel, plus d'inclusivité, même si ce mot n'existe pas vraiment, scolaire. Vous vous souvenez, j'imagine, peut-être ne l'avez-vous pas vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. En tout cas, peut-être que vous souvenez-vous que ce film de Sofia Coppola, donc Lost in Translation, réalisé il y a une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement quelle année, au tout début des années 2000, et qui montrait d'une façon assez extraordinaire la rencontre d'un homme et d'une femme, on les voit ici, dans un hôtel à Tokyo, dans un pays, dans une culture qui leur était complètement étranger, alors même qu'ils devaient faire face eux-mêmes, chacun d'entre eux, à des problèmes personnels qu'ils semblaient traîner ou qu'ils traînaient depuis des années. Alors, belle métaphore, en tout cas peut-être un peu provocante, provocatrice, mais opérante, je crois, de l'école aujourd'hui. Au milieu du gué, dans cette situation de contraintes sanitaires renouvelées. L'école et tous les acteurs de l'école, les élèves, leurs parents, les enseignants, les cadres de l'institution ont dû faire face à ces contraintes nouvelles,
alors qu'ils devaient déjà faire face à des problèmes éducatifs récurrents et dont la source est bien plus ancienne. Et le confinement a été l'occasion, je sais que ça peut sembler contre-intuitif de l'énoncer de cette façon, mais je crois que le confinement a permis de nouvelles rencontres entre tous ces acteurs. Des rencontres qui n'avaient pas eu lieu et qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans le confinement. Les enseignants ont dû repenser et réorganiser leurs rencontres aux élèves. Une nouvelle rencontre. Mais ils ont aussi dû repenser leurs relations aux parents, et bien sûr réciproquement. Ça aussi, ce sont de nouvelles rencontres. Et les différentes instances de gouvernance des services de support et d'appui à l'enseignement ont dû aussi repenser et réorganiser leurs relations à tous, et en particulier aux enseignants. Tout ça dans un contexte radicalement nouveau, celui de la distance. Donc, comme dans le film de Sofia Coppola, la question n'est pas seulement, ou peut-être pas tant, de savoir ce qui va se passer à l'hôtel. Maintenant, dans cette période de confinement, dont on sait qu'elle sera temporaire, même si on a un peu de mal à en voir le bout, l'horizon. Mais la question, c'est plutôt ce qui se passera après. Et donc, pour cela, on ne doit évidemment pas faire fi du passé, pas faire fi du présent, et s'interroger sur les enseignements que nous pouvons tirer de cette période de confinement, et d'interroger l'école et le numérique au temps du coronavirus. Là, bon, je pense que les éléments que je vais énoncer à ma façon, mais ils sont sans doute, ils font naturellement écho à votre expérience et à vos propres analyses et réflexions. La première, il y a plusieurs façons de les énoncer, il y a plusieurs façons de les catégoriser, et de mon point de vue, la première difficulté de l'école, fortement exacerbée par la situation de crise, et sa quasi-impuissance à lutter contre les effets éducatifs délétères des inégalités sociales. Et de ce point de vue, on sait, l'école française, ou l'école en France, l'école française en France, est souvent pointée du doigt, notamment par différentes études internationales, dont celle de l'OCDE. La France ne parvient pas à transformer son capital économique et culturel en capital éducatif, en tout cas pas pour tous. Et ces iniquités ne se résorbent pas. Et le confinement a mis de nouveau en évidence cette carence, et plus encore, il en a constitué un facteur d'aggravation. Cette situation, en agissant sur plusieurs leviers. Il ne s'agit pas seulement, comme on l'a tout de suite pointé, de difficultés du levier des équipements numériques, de la connectivité ou des espaces physiques dans lesquels certains enfants travaillaient, ou l'équipement qui leur manquait, la connectivité qui faisait défaut. Ça, c'est ce qu'on peut qualifier aujourd'hui, de fragilité numérique. Elle est évidemment très importante, et surtout quand elle n'est pas compensée, elle ne peut pas être compensée par des aides spécifiques. Et dans ce cas-là, elle peut même, et elle continue même de constituer un obstacle absolument insurmontable. Mais elle n'est pas la seule difficulté, et les autres fragilités scolaires ne se réduisent pas aux fragilités numériques. L'empowerment des élèves, c'est-à-dire leur envie de faire et leur capacité à le faire, est vraiment le point essentiel, et il dépend très largement d'acquis éducatifs et d'acquis culturels antérieurs, et aussi d'un environnement familial favorable à l'apprentissage scolaire. Et tous les élèves ont sans doute rencontré des difficultés pendant le confinement, et ils n'y étaient pas préparés, mais ils n'étaient pas tous outillés et accompagnés de la même façon pour les surmonter. Et là, c'est évidemment notamment la question de l'accompagnement parental et la parentalité numérique, la parentalité éducative qui est en jeu. La question de la maîtrise technique des équipements et des ressources numériques n'est pas non plus de moindre. Et on a pu observer et mesurer même les difficultés d'un grand nombre d'élèves dont les compétences numériques qui proviennent, et ça c'est un élément important à avoir en tête, qui proviennent essentiellement d'un apprentissage expérientiel qui est lié à leur propre activité ou leur propre pratique du numérique, souvent sociale et ludique, et qui sont assez différentes, qui sont même très différentes des activités numériques liées
à l'école, aux apprentissages, avec des compétences qui ne sont pas toujours les mêmes, ou dont certaines sont même très différentes, et qui donc sont des compétences nécessaires, des compétences liées au numérique, nécessaires à l'utilisation du numérique pour apprendre, et qui ne sont évidemment pas développées pas seulement, en tout cas, par l'expérience qu'en ont les élèves. Donc là, il y a un point tout à fait important à traiter, qui est celui de l'éducation numérique des élèves, pas seulement dans la perspective évoquée tout à l'heure, extrêmement importante de l'éducation aux médias et l'information, mais aussi d'une éducation numérique qui permet aux élèves d'être efficaces dans les usages qu'ils font du numérique à finalité d'apprentissage et à finalité scolaire. Alors c'est la question, je l'ai dit, de l'empowerment des enfants, de l'élève, quand ils sont élèves, mais aussi celui de leurs parents et celui des enseignants. Alors l'expérience des parents a été très rude, et c'est très intéressant de rencontrer les parents dans cette période. Moi, je dois dire que j'ai, dans mon travail de chercheur sur cette question d'une trentaine, un peu plus de 30 ans de durée, j'ai beaucoup rencontré les élèves, encore plus rencontré des enseignants, et finalement rencontré beaucoup moins de parents. Et là, cette occasion qui m'est donnée me permet de voir des choses que je n'avais pas vues, pas bien pu appréhender, et qui me semblent clés. Et donc, tous, enfin beaucoup en tout cas des parents nous ont dit la même chose, formulée différemment, mais de façon extrêmement forte, souvent avec beaucoup de tensions et d'émotions. C'est cette expérience du confinement, eh bien, on espère n'avoir jamais à la renouveler. Ça nous a été dit il y a quelques jours avant la nouvelle mise à distance de l'école. Donc j'imagine les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui, et qui ne sont pas que des difficultés, je dirais, techniques d'organisation de ce qui se passe à la maison, même si elles sont très très importantes. Ce sont des difficultés beaucoup plus profondes de prise en charge, qui sont liées à la prise en charge des enfants quand ils sont élèves à la maison. Alors, comme pour leurs enfants d'ailleurs, et comme pour les enseignants, on peut tout de même s'interroger sur l'expérience qu'ils ont acquise lors du premier confinement et l'effet formateur de cette expérience, voire l'effet transformateur potentiel. Est-ce que cette expérience a été suffisante pour les aider et faire face de nouveau à cette nouvelle posture du parent qui assure une partie de la médiation pédagogique en complément et en interaction avec celle des enseignants? Est-ce qu'ils le souhaitent? En ont-ils les moyens? En ont-ils le temps? Disposent-ils des compétences requises? Là aussi, nos entretiens, nombreux sont formels, en ce qu'il y a une véritable diversité des situations, diversité parmi les parents, mais que les parents qui n'étaient pas prêts en mars 2020 ne sont toujours pas en avril 2021. Donc, un accompagnement, je le disais à l'instant, à la parentalité numérique, je me répète, et à la parentalité éducative serait bienvenu pour une grande partie d'entre eux, même si cet accompagnement des parents, cette formation des parents est complexe à organiser. On le voit dans le cadre du dispositif directeur numérique éducatif, c'est un des volets importants du dispositif, l'accompagnement à la e-parentalité, c'est le vocabulaire qui a été choisi. Il est extrêmement complexe parce que les acteurs susceptibles d'intervenir auprès des parents sont aussi diversifiés, avec des statuts, des structures, des organisations, des localisations, des modes d'intervention extrêmement différents. Et trouver une façon d'articuler tout cela au profit de l'accompagnement à la parentalité numérique éducative, c'est un véritable enjeu, mais qui vaut la peine, parce qu'il y a là sans doute une clé pour la réussite maintenant et demain de l'école. Et quant à la question d'empowerment, cette fois-ci, non plus des élèves et des parents, leurs parents, mais celle des enseignants. Donc on peut l'exprimer peut-être plus classiquement sous l'angle du développement professionnel des enseignants, avec la nécessité pour eux de disposer par obligation, c'est de fait, de nouvelles compétences technopédagogiques, c'est-à-dire des compétences techniques, des compétences pédagogiques et des compétences qui sont ni seulement techniques, ni seulement pédagogiques, mais qui se positionnent l'articulation des deux, qui est toujours un peu difficile d'ailleurs de
analyser et des documents. Donc l'expérience qu'ils ont pu faire du confinement avec cette obligation à faire face et avec leur engagement véritable, important, ce qui est le cas de tous les enseignants, avec l'aide aussi parfois maladroite, parfois insuffisante, mais toujours très présente et très forte de tous les services d'appui des institutions, avec des conseils, des informations, des formations en ligne. Tout ça a été très moteur pour une transformation des pratiques pédagogiques. Alors, si les mots reviennent, classe inversée, là j'ai l'écho un peu difficile. Classe inversée, c'est bon, c'est résolu. Hybridation diverse, nouvelles modalités d'organisation du travail de l'élève, nouvelles tâches proposées aux élèves, enfin, beaucoup de créativité dans ce domaine. Et quand je disais effet d'aubaine ou d'opportunité en parlant du confinement, ce qui est aussi une aubaine, c'est que le confinement a connu des modalités différentes. Donc on a pu observer en temps différent ce qui se passait au moment de l'enseignement totalement à distance, puis le retour à l'école, etc. Et ce que nous avons déjà pu observer, d'ailleurs, nous avons engagé dans mon laboratoire une thèse que je dirige sur cette question, qui vient de commencer il y a quelques semaines, seulement quelques mois, début janvier 2021. Bien, nous avons pu observer que ces nouvelles pratiques qui ont été créées pendant le confinement total, certaines d'entre elles étaient maintenues après le retour à l'école des élèves. Donc là, on pourrait dire sans doute qu'il y a là l'amorce d'une véritable transition numérique des pratiques pédagogiques. Et pour ce faire, au-delà de ce que je viens d'énoncer comme aide de l'institution, qui a été tout à fait capitale, mais pas suffisant, eh bien, c'est ajouter un élément extrêmement important et déterminant, c'est la dynamique des communautés professionnelles. Alors là aussi, ça n'est pas nouveau, il y a quelques dizaines d'années qu'on le sait, qu'on en parle, il y a quelques dizaines d'années déjà que ces communautés sont aidées, sont instrumentées par le recours à des moyens techniques numériques. Mais ce qui fait la différence, c'est plutôt l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le nombre d'enseignants qui ne s'étaient pas engagés dans ces dynamiques de communauté de pairs et qui s'y sont engagés à l'occasion de cette période. Et là aussi, nous avons de multiples, c'est très majoritaire dans les entretiens que l'on réalise, entretiens d'enseignants, de multiples témoignages d'enseignants qui déclarent s'être engagés à cette occasion, dans cette dynamique collective, avec des postures diverses que l'on pourrait situer dans une sorte de continuum entre des postures, je veux dire, débutantes de consommation de ressources et de conseils. Et pour ça, il y a des sites assez extraordinaires de partage de ressources et de propositions pédagogiques à l'échelle nationale, hein, par niveau, par thème. Ce ne sont pas du tout des plateformes d'éducation nationale, qui viennent totalement en complément de ces plateformes d'éducation nationale, et qui sont particulièrement utilisées par les enseignants, plus, nous disent nos enquêtes, là je parle plutôt de questionnaires, donc avec une vision quantitative plus représentative et significative, plus que les ressources qui sont mises à disposition par l'institution. Les ressources, aujourd'hui, les ressources numériques mises à disposition par l'institution, qu'elles soient produites par l'institution ou non, sont relativement peu connues et relativement peu utilisées par les enseignants. Les enseignants sentent le besoin plutôt de partager des ressources entre pairs, et ce qu'ils sentent aussi, c'est bien sûr très bien documenté dans les pratiques des enseignants depuis des dizaines d'années, de façon bien antérieure au numérique, c'est qu'en particulier à l'école primaire, les ressources qu'utilisent les enseignants sont d'abord des ressources qu'ils construisent eux-mêmes à partir d'éléments qui leur sont fournis par leurs pairs. Et donc là, il y a des logiques à bien considérer, sans doute, pour faire évoluer les dispositifs de formation et d'accompagnement des enseignants. Tout ça donne donc des orientations pour les politiques publiques. Alors bien sûr, en termes d'équipement et de connectivité et de ressources, mais là je passe très rapidement là-dessus, enfin d'équipement et de connectivité en tout cas, de ressources aussi, mais surtout en termes de redéfinition de la place des différents acteurs de l'école,
et à l'école, en termes de formation de tous, d'accompagnement et puis d'animation de ces écosystèmes éducatifs pour qu'ils soient plus collaboratifs encore et plus solidaires. Alors l'autre question, ça c'est la question de la transition en général et puis de l'observation de terrain, ce que dit de l'école la crise sanitaire. On peut s'interroger, ce n'est pas non plus une interrogation nouvelle, mais le contexte est bien nouveau, sur la question qui a aussi été évoquée dans le discours d'inauguration des rencontres, s'interroger sur ce que devient la forme scolaire. Et en incluant bien sûr et les contraintes de confinement et le numérique dans cette réflexion sur les modifications, une forme de transition, de changement en tout cas de la forme scolaire, des formes scolaires. Et ainsi, on peut le dire, je dis souvent, le numérique a été le pharmacon du confinement sanitaire, parce qu'il en a été à la fois le remède et le poison. Le remède parce que c'est lui qui a, pour l'essentiel, apporté des éléments de résilience du système. C'est le poison parce que c'est lui aussi qui a aggravé les inégalités scolaires. En tout cas, le numérique, en général et en particulier en situation de confinement, a joué un rôle majeur dans la mise en tension et peut-être même la transformation de la forme scolaire. Alors, bon, il y a plusieurs façons, bien sûr, de définir, de conceptualiser la forme scolaire. C'est un concept qui est quand même très performant. Certains disent que ce n'est pas un concept, plutôt seulement une notion, mais bon, allons-y, disons un concept performant pour analyser la structure des organisations scolaires et qui modélise les principaux déterminants de l'école en termes d'organisation sociale, d'organisation tout court aussi, et puis qui se traduit en droit et devoir de chacun, c'est-à-dire ce qu'un enseignant, un élève ou un parent peut et doit faire. Alors, la définition de la forme scolaire, elle rebondit un peu de discipline académique en discipline académique. Et, je dirais d'origine, elle provient des travaux de sociologues de l'éducation comme Guy Vincent, mais elle est aussi reprise et précisée, je trouve, et enrichie par les travaux de pédagogues, notamment par ceux d'Olivier Molini. Il y a aussi des recherches qui viennent de la discipline dans laquelle j'enseigne et je recherche, c'est-à-dire les sciences de l'information et de la communication. Et vu depuis cette discipline, la forme scolaire est autre chose. Elle se décrit autrement. Elle est un ensemble de normes sociales, et ces normes sociales reposent sur 4 types d'interactions qui permettent de caractériser le rapport de chaque acteur de l'école, élèves, enseignants, parents et autres, avec l'institution scolaire. Je les décris rapidement, les 4. Et la fixation de ces rapports, de ces interactions-là, de ces 4 types d'interactions que j'ai présentés, eh bien, produit une norme sociale, ou un ensemble de normes sociales. Et cet ensemble de normes sociales, c'est la forme scolaire. Donc, le premier type d'interaction concerne les interactions qu'on peut qualifier de conceptuelles ou d'épistémiques, plutôt d'épistémiques, c'est-à-dire la façon dont est organisé à l'école ou par l'école le rapport de chacun, en particulier celui des élèves, à l'information et à la connaissance. Alors classiquement, c'est la parole du maître, c'est le manuel scolaire, ce sont les programmes scolaires. Et on savait déjà que le numérique induisait une forte remise en cause de cette norme avec, par exemple, la possibilité systématique offerte aux élèves d'accéder à des sources d'informations externes à l'école. Wikipédia, mais, par exemple, et bien d'autres. Et là aussi, j'ai un exemple de ma journée d'enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers. Tout à l'heure, juste avant de vous rejoindre, je participais au conseil où je suis élu, au conseil de la faculté des lettres et des langues de l'Université de Poitiers, dans laquelle j'enseigne. Et cette question était vraiment au cœur, cette question des interactions épistémiques était au cœur, et la façon dont elles sont bouleversées par le numérique, ou transformées en tout cas par le numérique, était au cœur d'une discussion compliquée autour de la réorganisation des modalités d'examen à distance en raison des nouvelles contraintes. Et en particulier, se poser la question des examens dans des filières de langue, où certaines épreuves sont des épreuves classiques de thèmes ou de versions, et qui avait été prévues pour une organisation en présentiel, puisque les étudiants peuvent revenir
en ce moment encore pour des cours en présentiel. En revanche, nous ne pouvons pas organiser les examens terminaux de semestre en présentiel. Et donc là, évidemment, la question qui se pose, c'est que le numérique permettant si facilement l'accès à des moteurs de traduction automatiques, quelle que soit la qualité, eh bien, les modalités de l'évaluation en termes classiques de telle version doivent être revues, ce qui suscite, ce qui fait appel, bien sûr, c'est tout à fait possible, évidemment, mais ça fait appel à des modalités nouvelles d'ingénierie pédagogique. Donc ça, ce sont les interactions épistémiques telles qu'elles sont fixées à l'intérieur de l'école, enfin, des institutions éducatives. La deuxième catégorie d'interaction, qui est très fortement bousculée par le numérique, d'abord, et puis par les contraintes sanitaires aussi, ou après, et en même temps, il s'agit des interactions spatio-temporelles, c'est-à-dire comment est-ce que l'école fixe le rapport de chacun de ses acteurs au temps et à l'espace. Alors, dans un monde antérieur, c'est simple. Le temps et l'espace sont le temps de l'école et l'espace de l'établissement scolaire. Mais là, évidemment, le numérique, qui permettait déjà, depuis des années, de jouer avec la distance, ou de se jouer de la distance, alors plutôt aujourd'hui, c'est se jouer de la distance, eh bien, a été rattrapé par le confinement qui nous y a obligés. Et c'est bien le numérique qui nous a permis de nous affranchir de ces contraintes de distance, c'est sûr, et de temps aussi, hein, parce que l'organisation temporelle a beaucoup évolué pendant le temps de confinement. La troisième des normes, c'est une norme qui a été aussi totalement transformée, une norme d'interaction, hein, totalement transformée par le numérique, et qui s'est aussi amplifiée avec la fermeture des établissements scolaires. Ce sont les interactions relationnelles, c'est la façon dont on pense, dont on fixe les interactions relationnelles. C'est ce qu'on a le droit de dire, et à qui, de quelle façon, et pourquoi. C'est-à-dire, pour le dire autrement, de façon plus générique, c'est la relation de chacun à autrui et à lui-même. Et là, finalement, la préoccupation à ce sujet, la préoccupation principale de la séquence précédente, avant le coronavirus, à l'école, à ce sujet, au sujet du numérique et des interactions relationnelles, eh bien, la question la plus importante, c'était l'utilisation par les élèves de leur smartphone pour accéder à des plateformes de réseaux sociaux. Bon, cette question, elle reste entière, mais elle est sans doute totalement, pas sans doute, elle est totalement dépassée par une autre. C'est celle du maintien de la relation pédagogique à distance sous des formes et avec des instrumentations qui restent sans doute à améliorer, mais qui donnent beaucoup de possibilités. Et enfin, la quatrième dimension, le quatrième type d'interaction qui peut décrire la forme scolaire, c'est celle qui est au cœur même des activités d'apprentissage. Il s'agit de normes qui encadrent le type d'activité d'apprentissage qui peut être proposé à des élèves et les différents formats qui sont à la disposition de l'enseignant pour le faire. C'est-à-dire, pour le dire d'une façon différente et revenir aux questions d'empowerment que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est la capacité d'action qui est construite par les enseignants et déléguée à leurs élèves. Et là encore, et enfin, parce que c'est la quatrième et dernière interaction, quatrième catégorie d'interaction, le numérique a changé bien des choses en offrant des possibilités totalement inédites de représentation de l'information, de traitement de l'information, de production de l'information des documents, d'interaction, et avec de nouveaux formats pédagogiques comme ceux de la classe inversée, par exemple, pour prendre un exemple un peu emblématique, mais bien d'autres. Ça, c'est le numérique qui a permis ça, a ouvert ces possibilités. Et le confinement, quant à lui, il a obligé à ce que ces transformations adviennent. Et il a aussi obligé à d'autres bouleversements avec toutes sortes de formes d'hybridation. C'est un sujet en soi, l'hybridation, bien sûr, et qui ont conduit, et je crois que c'est ça qui est essentiel, à reconsidérer l'expérience d'apprentissage de l'élève. Finalement, on en arrive, je crois, à une ingénierie pédagogique ou même à un métier de l'enseignant et à une finalité des institutions éducatives qui est la construction de l'expérience éducative de l'élève dans la diversité des élèves et des situations, et par exemple ici, en situation contrainte. Voilà, donc sur la question de la forme scolaire, pour revenir en conclusion de cette partie à la forme scolaire, on voit bien que numérique puis confinement
puis confinement avec le numérique, ont produit des transformations considérables de la forme scolaire. Alors, elles étaient souvent potentielles avant le confinement, potentielles en raison des potentialités offertes par le numérique, mais pas actualisées au sein de l'école, qui continuait à fonctionner avec une forme pratiquement inchangée. Mais avec le confinement, évidemment, toutes ces potentialités ont été, enfin une partie d'entre elles, ont été actualisées et la forme scolaire a été sérieusement adaptée à la situation et donc transformée. Et reste à savoir si ces changements-là, qu'on observe facilement, qu'ils soient des évolutions dans certains cas, des petites transformations mineures qui sont des adaptations à la situation, ou bien qu'ils soient des changements plus disruptifs, eh bien, on peut s'interroger pour savoir si, je reviens en thème de la transition ici, s'ils resteront temporaires, qui sont seulement liés au contexte actuel, et donc transitoires, ou bien, pardon, s'ils sont transitoires, c'est-à-dire qu'ils constituent une étape intégrée à un processus de transition de la forme scolaire et donc transition de l'école avec le numérique. Je vais terminer avec le troisième thème, je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième, en tout cas c'est le dernier, c'est sûr, qui est l'art du choix. Alors j'emprunte là la formule à ceux, peut-être Michel, c'est sans doute Michel et ses équipes, qui ont donné le titre à ces troisième rencontres numériques de la MLF. En tout cas, je reprends à mon compte une partie de l'intitulé. C'est l'art du choix. Et donc, c'est une facilité, sans doute, un plagiat, c'est sûr, mais qui témoigne de mon adhésion à la formule, à cette formule. Je la trouve excellente. Elle est vraie au niveau macro, quand il s'agit d'élaborer des politiques du numérique pour l'éducation, mais elle est aussi vraie au niveau micro, de la relation entre l'enseignant et ses élèves, et donc à ce niveau micro qui est celui de l'ingénierie technopédagogique. Donc à chacun de ces niveaux, il convient de procéder à des choix. Et la question est de savoir comment raisonner ces choix. Alors on peut, vous allez voir, je prends une petite distance par rapport au titre quand même, enfin en tout cas, je vais apporter un petit complément. On peut sans doute évoquer à ce sujet justement l'art du choix, mais en précisant, en tout cas moi c'est mon choix, qu'il ne s'agit pas là de l'art du choix au sens des beaux-arts du choix, bien sûr, hein, mais qu'il s'agit ici de l'art de l'artisan, et même du bon artisan, c'est-à-dire artisan qui sait allier l'expérience, l'expertise et l'ingénierie. Et l'ingénierie technopédagogique exercée par l'enseignant, qui est une ingénierie de construction, ce qu'il propose à l'élève, et qui le conduit justement à procéder à de très nombreux choix didactiques et pédagogiques, ces choix se traduisant en termes de tâches, de ressources et de scénarios, et donc aussi de services numériques, d'équipements numériques. Et opérer ces choix suppose, c'est pas toujours évident à constituer, suppose un corpus de méthodes et des référentiels pour que ces choix soient efficaces et qu'ils soient déterminés d'une façon réaliste et raisonnable, qu'ils soient rationnels, qu'ils permettent d'opérer une évaluation coût-bénéfice. C'est ce processus-là d'évaluation coût-bénéfice qui permet de déterminer l'utilité du recours au numérique. Et cette mesure de l'utilité devrait évidemment ensuite, en aval, déterminer tous les choix qui sont à faire. C'est un processus complexe, ce sont des processus complexes et pas complexes, sont compliqués aussi. Et ce processus s'inscrit, ce qui le rend encore plus complexe, dans le contexte heureux de la liberté pédagogique, ce qui n'exclut évidemment pas le cadre d'action porté par l'institution avec ses orientations politiques, ses recommandations de mise en œuvre aussi. Et s'agissant du numérique, c'est aussi un point important qu'on observe vraiment sur le terrain de façon massive, c'est que ces recommandations, ces orientations-là, qui proviennent ou qui viennent de l'institution, sont sans doute insuffisantes, ou en tout cas insuffisamment formulées ou clairement formulées, parce qu'elles sont peu perçues et mal perçues. Et les enseignants se disent, le sont-ils, je ne sais pas, mais se disent souvent
perdus et même parfois abandonnés, et ce qui les oblige, disent-ils, et on l'observe, à beaucoup d'improvisation et de bricolage. Alors, ça peut être très créatif, intéressant, mais ça peut aussi être très dangereux et inefficace. Et ça constitue peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, l'une des raisons de leur appétence à l'endroit des communautés de pairs. C'est-à-dire ce qu'ils ne trouvent pas dans les propositions d'institution, ils le cherchent auprès de leurs pairs. Alors, pour donner quelques éléments justement qui permettent de raisonner ces choix, eh bien, il faut caractériser, qualifier bénéfices et coûts. Donc, les bénéfices du recours au numérique s'expriment facilement. Enfin, je peux facilement l'exprimer, ensuite c'est beaucoup plus difficile de le faire dans la réalité, mais s'exprime en termes d'efficacité, voire d'efficience éducative. Donc, il s'agit là de questions d'ordre didactique et pédagogique, des questions qui peuvent être résolues, en tout cas dont la résolution repose sur l'expertise des enseignants et leur capacité à mobiliser des apports des sciences de l'apprentissage. Et si beaucoup de travaux, ils sont nombreux, de travaux de recherche mentionnent une nette évolution qualitative positive de l'instrumentation numérique des activités d'apprentissage, eh bien, elle note aussi beaucoup d'instrumentation que l'on pourrait qualifier de cosmétique, c'est-à-dire que le recours au numérique est réalisé pour instrumenter des activités qui n'en ont pas besoin, parce qu'il faudra utiliser le numérique. Donc là, apparaît évidemment cette question de l'utilité du recours au numérique. Et donc, qu'elle soit efficace ou qu'elle ne le soit pas du point de vue des apprentissages, qu'il soit efficace ou qu'il ne le soit pas, le recours au numérique doit être mis en perspective avec les coûts qu'il induit. Et les coûts qu'il induit sont de nature différente et sont supportés par des personnes et structures différentes. Et bien sûr, les coûts, par exemple, supportés par l'enseignant lorsqu'il se forme, je ne parle pas nécessairement du coût financier, ça peut aussi être le cas, mais je pense plutôt au coût de son engagement, au temps qu'il y passe. Et ça, c'est important de souligner parce que c'est aussi une constante dans les entretiens que nous conduisons avec les enseignants. Et les enseignants notent leur manque de temps, leur besoin de temps. Ils ont cruellement besoin de temps, et c'est d'autant plus vrai que les enseignants qui témoignent sont des professeurs des écoles, parce que leur emploi du temps ne leur laisse très peu de marge pour faire autre chose que ce qui est strictement lié à l'organisation, à l'exécution, à la réalisation de leur tâche d'enseignant. Bien. Bon, alors là, j'ai parlé de ce coût-là, mais il y en a d'autres coûts, et certains, c'est ceux-là que je voudrais évoquer ici, ils sont moins visibles, et parfois même, ils peuvent être invisibles, alors que leur importance est déterminante. J'en identifie quatre principaux, quatre catégories en tout cas, que je pourrais qualifier de contraintes de soutenabilité du recours au numérique pour l'éducation. Première catégorie de contraintes, des contraintes éthiques, juridiques et de sécurité. Et la plus grande ascension doit donc être portée bien au-delà du simple respect du RGPD, le règlement général sur la protection des données, aux données collectées, à qui les collecte, aux conditions de leur stockage, aux usages qui en sont faits et à la sécurisation de tout cela. Et on sait, la question d'éthique est souvent une question posée en aval. Elle est posée lorsque les services numériques existent déjà et lorsqu'on les a déjà utilisés, alors qu'on devrait évidemment s'interroger sur ces questions lors de leur création ou avant de décider de leur usage. On peut dire que le numérique éducatif est rarement éthique by design. C'est rarement le cas. Et les questions éthiques ne sont pas seulement celles-ci, bien évidemment. L'iniquité entre les élèves doit aussi, c'est un autre registre, être comprise comme une contrainte éthique. Plutôt, c'est l'équité qui serait une contrainte éthique. Deuxième catégorie, parmi quatre, des contraintes économiques qui pèsent beaucoup sur les pouvoirs publics, sur l'État ou les collectivités, mais aussi sur les enseignants et leurs familles. Les efforts publics de l'État et des collectivités sont considérables, notamment pour les équipements, équipements en matériel, équipements en connectivité, équipements en ressources,
Et de plus, ils doivent être renouvelés régulièrement en fonction, évidemment, du cycle de vie des équipements et de leur obsolescence technique et de contenu. Ça, ça interroge quand même, ça interroge beaucoup, et l'ampleur des investissements a été finalement questionnée, notamment dans le rapport que la Cour des comptes a publié en juillet 2019 sur le service public numérique éducatif, en posant la question de l'utilité de tous ces investissements, ce qui ne veut pas dire que tous sont inutiles, mais qui peut vouloir dire que certains ne le sont pas, qu'il y a à rationaliser choix d'équipements et dépenses qui sont réalisées. Alors, les coûts ne portent pas que sur la puissance publique, hein, ils sont aussi significatifs pour les familles, je l'ai déjà dit, hein, afin d'équiper leurs enfants. Là, il y a sérieusement besoin, c'est engagé, d'efforts contributifs des pouvoirs publics. Les efforts sont encore relativement faibles, mais ils s'amplifient. C'est d'ailleurs aussi une des mesures du dispositif territoire numérique éducatif que de financer des équipements pour les enfants dont les familles ne sont pas en mesure de le faire elles-mêmes. Donc ça, ce sont des coûts importants aussi. Et là, je suis certain qu'il s'agit de coûts particulièrement utiles. Puis il y a aussi des coûts qui sont relatifs à l'équipement et à la connectivité des enseignants, dont on sait qu'ils reposaient exclusivement sur les enseignants eux-mêmes jusqu'à cette année scolaire, et avec un début de prise en charge par l'État, cette prime. Nous avons beaucoup entendu évoquer cette prime, cette question par les enseignants sur le terrain. Bon, la plupart reconnaissent que cette démarche va, comme ils le disent, dans le bon sens. Ils disent aussi qu'elle est tardive, soit. Ils disent aussi qu'elle est insuffisante. En tout cas, cette question est très importante et cette mesure l'est aussi. Donc, là, il s'agissait des contraintes économiques et on peut, par exemple, c'était un débat que je trouve intéressant de resituer dans le contexte qui est antérieur au confinement, mais qui est utile de reposer aujourd'hui à la lueur de ce que nous venons de vivre. C'est la question de l'équipement systématique des élèves avec des matériels, des terminaux individuels, souvent tablettes, avec des grands plans cofinancés par l'État, souvent cofinancés par l'État et les collectivités, parfois seulement par les collectivités, et qui pouvaient être interrogés en les mettant en relation avec le fait que le nombre d'enfants équipés par leur famille était important, même si beaucoup ne le sont pas. Et donc poser la question du BIOD, donc de l'utilisation à des fins scolaires de l'équipement personnel, familial des élèves. Je pense que cette question, malgré le confinement, la nécessité de disposer d'un équipement systématiquement pour chacun des élèves, eh bien, cette question mérite d'être reposée, et à l'observation du terrain, moi je perdure dans l'idée que les équipements systématiques ne sont pas nécessairement la meilleure idée, au sens où le financement public pourrait être distribué autrement et financer par exemple plus de formations pour les enseignants qui restent tout de même un peu les parents pauvres et le besoin le plus important pour faire évoluer tout ça. Dernière catégorie de contraintes que je souhaite rendre visible, qui fait l'objet de l'image que vous avez à l'écran, ce sont les contraintes environnementales et qui sont passées à peu près inaperçues, qui sont restées à peu près invisibles depuis le début de l'utilisation du numérique à l'école, depuis, disons, d'une façon significative, une trentaine d'années. Et à mesure que les problématiques d'environnement devenaient importantes, enfin, je pense évidemment là au dérèglement climatique, eh bien, à mesure que ces questions prenaient de l'importance et arrivaient à devenir des questions d'actualité, eh bien, il ne se passait pas grand-chose, voire rien, comme réflexion et décision à cet égard au sein des institutions éducatives. Elle n'était pas visible, cette contrainte. Je pense qu'elle l'est aujourd'hui, en tout cas qu'elle doit l'être. Et le coût environnemental du numérique éducatif, il est important. Et il se traduit de plusieurs façons. D'une part, par la consommation de matières premières, notamment en terres rares et en métaux pour fabriquer des équipements, le transport, évidemment, et de ces matériaux et de ces matériels, et puis en énergie d'utilisation. C'est tout à fait important.
et ça fait l'objet aujourd'hui de travaux de recherche. Alors, il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche qui portent spécifiquement sur le coût environnemental et notamment le coût énergétique du numérique dans l'éducation, hein, dans d'autres secteurs de l'activité, mais pas vraiment dans l'éducation, en tout cas pas les travaux spécifiques. C'est pourquoi d'ailleurs, là, je prépare avec un peu de difficulté, je dois dire, mais ça avance tout de même, un projet aussi de thèse en association avec un collègue de l'Université de La Rochelle qui, lui, est un informaticien, un spécialiste des questions du coup énergétique du numérique, du coup environnemental de façon plus générale, et en relation aussi avec l'ADEME et avec EDF pour essayer de monter un financement de thèse très spécifiquement du coût environnemental numérique pour l'éducation, en proposant des éléments à ceux qui doivent ensuite arbitrer et faire des choix, des éléments et des scénarios pour leur montrer le coût des différentes options possibles. Et ces contraintes, la façon d'agir en tout cas, dans l'éducation, face à ces contraintes, bien d'abord, avant de dire la façon d'agir, il faut dire qu'il y a urgence, bien sûr, pour agir. Et ça signifie que nous devons penser autrement, peut-être, le numérique éducatif dans cette perspective. Et je crois que nous pouvons le faire de deux façons. La première, elle consiste à sensibiliser nos collègues et nos élèves à cette question de la soutenabilité environnementale des usages des techniques numériques dans l'éducation et de façon générale, montrer le rôle que ces usages jouent dans l'épuisement des ressources et dans le changement climatique et indiquer comment chacun peut faire pour avoir un usage plus responsable et un impact environnemental plus faible. Et puis la deuxième façon de faire, je vais dire de façon très ramassée, c'est vraiment de s'interroger sur l'utilité du recours au numérique éducatif. C'est ma conclusion finalement. Je vais la reformuler en quelques mots, en élargissant un peu finalement. Quand il existe une véritable plus-value pédagogique et didactique, il ne faut pas hésiter à mobiliser ces techniques. Et dans le cas contraire, il vaut y renoncer. C'est un principe de parcimonie qui s'impose. Et l'art du choix, je terminerai sur cette phrase, se niche sans doute dans cette équation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.